Mesdames, Messieurs, bonjour. Midi, le grand journal, les titres. Binta Diallo. Pour la baisse du prix du courant et pour la libération de Guy Marius Sagna et compagnie, Nyolank remet sa manifestation cet après-midi à Kaolack. Le préfet dit niet au mouvement citoyen Sunu Courant Kendoukoyok Nyolank. Le ministre de l'Énergie annonce, lui, la baisse probable du prix du courant à l'horizon 2022-2023. Mohamedou Makhtar Cissé sera dans ce grand journal. À Mbacké, il y a eu manifestation devant les locaux de Sen'Eau. La police est intervenue, des interpellations parmi les manifestants. Une promulgation de loi politisée. Le président de la République appelle à la mobilisation des femmes au Palais de la République cet après-midi. Décréter la criminalisation du viol en présence de caméras et sous les ovations. L'essentiel des actualités internationales, Anna Rocha. Un mois après le drame d'Inates, le Niger, de nouveau la cible de djihadistes. Cette fois-ci, c'est le camp de Chinagoder qui a été attaqué. Bilan 94 morts, dont 31 militaires. Michel Djotodia, de retour à Bangui, l'ancien chef de la rébellion Seleka, était en exil au Bénin depuis 6 ans. Et puis aux États-Unis, les démocrates ont adopté une résolution destinée à limiter les pouvoirs de Donald Trump à engager un conflit militaire contre l'Iran. Prochaine étape, le Sénat. Développement à partir de midi et quart, les sports, Cher Tidiane Diagne. Nous allons parler de la Ligue 1 sénégalaise qui va entamer demain sa 5e journée. En attraction, la rencontre devant mettre aux prises les co-leaders que sont AS Douanes à Teungueth FC. Vous entendrez là-dessus le commentaire de notre consultant Tassirou Diallo. Nous allons aussi nous intéresser au championnat étranger, notamment au championnat français qui va entamer dès ce soir sa 20e journée. En attraction, Rennes-Marseille. Il s'agit de la rencontre devant mettre aux prises l'équipe classée 3e à l'Olympique de Marseille et qui est 2e. 5 points séparent les deux autres formations. Et puis nous allons aussi faire un tour d'horizon des différents championnats européens, notamment celui anglais et de l'Italie. Le péril environnemental, prétexte Mbebus, baie de Anne, quelle solution durable? On en parle d'un point de vue à la technique de ce grand journal. Il y a Alunba, toujours avec un immense plaisir au micro Binta Diallo. Bienvenue à tous et à toutes. Le journaliste Ibrahima Diakhaby n'est plus. Il est décédé hier des suites d'une longue maladie. Ibrahima Diakhaby était un employé du groupe Futur Média. Daoudomine a travaillé avec lui au quotidien L'Observateur. Il garde du défunt le souvenir d'un professionnel qui avait le sens du relationnel. Daoudomine, directeur du site IGFM, au téléphone avec Georges Déthié-Diop. Je retiens de Ibrahima Diakhaby un excellent professionnel, un journaliste qui avait une qualité rédactionnelle exceptionnelle. Je pense qu'il nous a rejoint vers 2008-2009. À l'époque, Souleymane Diop Jules était notre directeur de publication. Souleymane Diop est décédé il y a quelques années, paix à son âme. Et Ibrahima Diakhaby était venu pour un stage d'imprégnation parce qu'il avait un projet pour ouvrir un groupe de presse en Guinée avec un de ses oncles. Il avait fait ses études en France, il avait fait des études en sociologie et était même, je pense, un doctorat en sociologie. Donc, avait véritablement un niveau exceptionnel en matière de rédaction. Donc, lorsqu'il a intégré l'Observateur, automatiquement, il s'est intégré. Il a trouvé des gens là-bas, il s'est intégré, il a compris le travail, il a commencé à travailler. Il descendait tout le temps sur le terrain et c'est quelqu'un qui avait véritablement le sens du relationnel. Il n'avait aucun problème avec les gens de la rédaction. Il a noué également d'autres relations avec d'autres personnes. D'ailleurs, l'homme politique Ousmane Sonko le connaît très bien parce que lorsqu'il débutait dans la politique, c'est Ibrahima Diakhaby qui coordonnait ses activités politiques, qui mobilisait la presse pour qu'il puisse faire ses conférences de presse et ses manifestations politiques. Donc, c'est juste pour vous dire qu'il avait un sens du relationnel et pouvait allier son travail professionnel et en même temps peut-être donner un coup de main à d'autres personnes qu'il sollicitait. Donc, c'est ce que je retiens de l'homme, du journaliste Ibrahima Diakhaby. Mais il y a quelques années, depuis je pense 3 à 4 ans, il était véritablement malade. Il luttait contre cette maladie-là et finalement, c'est cette maladie-là qu'il a finalement emporté. Et nous prions pour le repos de son âme. La levée du corps a eu lieu ce matin à l'hôpital Aristide Le Dantec, suivi de l'enterrement au cimetière musulman de Yoff. Nos condoléances à la famille éplorée et que la terre de Yoff te soit légère.
très cher Diarabi. La loi sur la criminalisation du viol et de la pédophilie a été votée. Vous le savez, aujourd'hui, Macky Sall est attendu pour signer les décrets d'application en marge de ce moment très important pour les femmes et les enfants. Le ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection de l'Enfance est passé à RFM pour dire sa satisfaction, même si la loi comporte pour autant beaucoup d'insuffisances. Mohamed Ali Mouba. Avec la criminalisation du viol et de la pédophilie au Sénégal, Ndeye Saly Diop Dian exulte. Pour la ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection de l'Enfance, il était temps. C'est un événement majeur dans l'agenda des femmes du Sénégal. Parce que vous savez, les violences basées sur le genre sont un phénomène qui commence à monter à un niveau assez élevé pour le Sénégal. Et je pense que le président a répondu à l'appel des femmes en votant cette loi. Désormais, la peine prévue entre 10 et 20 ans. Elle peut même aller jusqu'à la perpétuité. Selon Ndeye Saly Diop Dian, il y aura des mesures d'accompagnement. Et je pense que le système judiciaire est assez outillé pour prendre en charge ces questions qui vont être des questions dans l'instruction même, parce que comme on a passé à la criminalisation, il y aura aussi une instruction qui sera ouverte quand il y aura des cas de viol et de pédophilie. Mais certains juristes sont circonspects. Yamra décèle des insuffisances dans la loi. Risque de dérive, possibilité de dénonciation calomnieuse ou d'accusations infondées de viol. D'autres juristes, comme Maître Cyril Clédorli, relèvent qu'il fallait d'abord s'entourer de tous les moyens techniques et scientifiques qui pourraient minimiser les erreurs judiciaires. Homicide hier à Diourbel. L'élève Khadim Ndiaye poignarde à mort son camarade de classe Fallou John, âgé de 13 ans. C'est l'inquiétude totale chez les parents d'élèves. Si pour certains le contrôle des sacs des enfants est nécessaire, d'autres en revanche soutiennent que les parents et les enseignants sont tous démissionnaires. Koumba Sandiane Faye est allé à leur rencontre. Reportage. Fallou John, 13 ans, poignarde à mort son camarade de classe Khadim Ndiaye, âgé lui de 14 ans. Un fait qui effraie bon nombre de parents. Mouchembaye trouvé à l'arrêt de bus, l'air pressé, mais il se dit meurtri par ce drame. Parce que le parent est tenu de vérifier le sac de son enfant à chaque fois qu'il revient de l'école, bien à chaque fois qu'il part à l'école. Selon le parent d'élève, la responsabilité est partagée, outre les parents démissionnaires vis-à-vis du contrôle qu'il faut à l'endroit de leur potage. À l'école, les éducateurs ne sont plus motivés. Il y a l'éducation qui fait défaut. L'éducation à la maison et à l'école. Les parents sont responsables. À l'école, le maître est responsable. Actuellement, c'est devenu un gagne-pain. Ce n'est plus par vocation. Ils ont peur de corriger les enfants. Ça devient un problème. Je contrôle ça parce que je contrôle les lits. Le parent s'inquiète de voir un enfant de ce bas âge animé d'autant de violence, mais il tente de l'expliquer. Quelquefois, quand l'enfant est frustré, ça pose un problème. Les agressions ont été multipliées par 10. En vertu de quoi? On a un état faible. Un enfant qui tue, un enfant, 13 ans, 14 ans, qui tue. Mais c'est un danger permanent pour la société. Des pas de là, une parente, de son avis, la recherche de pitons prime sur l'éducation des enfants, de la part toujours des parents. L'absence de contrôle des enfants sur les réseaux sociaux et le programme à la télévision peuvent être aussi à l'origine d'un tel état d'esprit. Ces parents regrettent de tels actes et appellent leurs pères à plus de vigilance pour réussir l'éducation de base de leurs enfants. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. RFM Midi. Binta Diallo. Sur la radio en puissance, il est 12h09 et vous suivez le grand journal. Nyolank marche cet après-midi. Marche autorisée par le préfet de Dakar, de la place de la Nation au rond-point Doudou Ndiaye Coumba Rose, pour dire non à la hausse du prix de l'électricité, mais également réclamer la libération de Guy Marius Sagna et compagnie. Un tour à l'ex-obélisque avant l'heure. Salimata Awa. Cet habitant de Colobane n'est pas informé. Il ne sait pas que cet après-midi, il y a marche dans son quartier. Place de la Nation, Mamadou Diallo, lui, sait et a prévu de fermer boutique pour rejoindre le collectif Nyolank. Je vais participer à la marche à 12h. Je vais fermer ma boutique pour rejoindre le collectif. C'est une marche pacifique, que tout le monde y participe.
À Colobane, les marches ne font pas le bonheur de tous. Les nuisances sonores et autres tintamarres. Y en a marre, Dindey. Déjà, je dois aller travailler. C'est vrai que les factures sont trop chères, mais je ne vois pas l'intérêt d'organiser des marches chaque semaine. Ça ne change rien. Et nous, les habitants de Colobane, nous payons les pots cassés. Le bien fondé de la marche ne souffre d'aucune contestation. Marcher pour obtenir la baisse du prix de l'électricité, c'est bien, mais cette dame qui a requis l'anonymat ne croit pas que c'est par la marche que les choses vont se décompter. C'est vrai que c'est dur, mais je ne vais pas participer à la marche. C'est pas intéressant. Le collectif Nyolank sera dans les rues de Dakar cet après-midi. Certaines régions seront de la partie pour dire non à la hausse du prix de l'électricité. À Kaolack, la marche du mouvement citoyen Sunu Courant Kenduko Yok No Nyo Bagno Lank a été interdite par le préfet. Les organisateurs vont se réunir tout à l'heure pour voir quelle suite donner à cette interdiction préfectorale. Le préfet brandit comme argument trouble à l'ordre public et non-respect des délais prévus par la loi. Il est fort probable que le prix de l'électricité baisse à l'horizon 2022-2023. L'annonce a été faite par le ministre de l'Énergie, Mohamedou Maktar Cissé. Ajoute que depuis 2012, les localités qui ont bénéficié d'électricité ont doublé et que 4 000 milliards de francs CFA et avec 4 000 milliards de francs CFA, l'on pourra atteindre l'universalisation de l'accès à l'électricité d'ici 2025. Il l'a dit au micro de Abdourahmane Diallo. A été réalisé dans le secteur des énergies et du pétrole pour assurer la disponibilité continue de l'électricité, améliorer la qualité de service et étendre les réseaux de transport et de distribution dans la perspective de l'accès universel au service de l'électricité en 2025. Nous avons également enregistré le doublement du nombre de localités électrifiées en milieu rural en passant de 1648 villages en 2012 à 4276 en 2019. De 1642 à 4276. Et comme je dis souvent, les villages sont sur la carte du Sénégal. On peut les citer, les dénombrer. S'y ajoute le début du processus d'expansion des missions de la Commission de régulation du secteur de l'électricité, qui va passer Commission de régulation du secteur de l'énergie, pour englober les hydrocarbures. En outre, sur les 17 blocs du bassin sédimentaire, 10 sont sous contrat avec des découvertes de pétrole et de gaz dans 3 blocs. Ces résultats non négligeables nous permettent d'être optimistes et de poursuivre les efforts, notamment pour mobiliser, c'est bien 4 000 milliards sur les 5 prochaines années pour financer la mise en œuvre de la lettre de politique sectorielle qui est un bon document de planification. Enfin, la stratégie Gaz to Power adoptée par le gouvernement en 2018 permettra la conversion de nos centrales au gaz et entraînera la baisse des coûts de production d'électricité grâce à l'utilisation prochaine du gaz local à l'horizon 2022-2023. Le ministre de l'Énergie participait à un atelier de renforcement des parlementaires sur des questions liées au secteur du pétrole et du gaz du Sénégal. Rencontre qui s'est tenue à Mour. Privilégier le dialogue à la confrontation dans la lutte contre la hausse des prix de l'électricité. C'est cette proposition de Boubacar Ba du Forum du Justiciable ne pourrait être efficace face à l'État. C'est la position du collectif Nyolank. Le co-coordonnateur Alun Sané précise que la stratégie de la plateforme va évoluer pour contraindre les autorités à revenir sur leurs décisions. Sornana Tambay. Des appels à manifester tous les vendredis depuis le 29 novembre. La stratégie du collectif Nyolank aurait-elle fait son temps? Sur une cause aussi nationale, la mobilisation, c'est pas une petite stratégie. Au niveau national, ça va s'intensifier et dans les jours à venir, vous verrez que ça va revêtir plusieurs autres formes. Aliou Sané, co-coordonnateur de la plateforme, dit privilégier la volonté des citoyens, exprimer le rejet de la hausse des tarifs de l'électricité, porter le plaidoyer au sein du comité de pilotage du dialogue national, comme le suggère le Forum du Justiciable, ne servirait à rien, ajoute-t-il. Dès le départ de ce dialogue, nous, en tant que mouvement, on avait dit qu'on n'accordait aucun crédit en fait à cette initiative, cette énième initiative-là. D'abord sur le principe que nous avons vu avec les assises, il y a eu des consultations partout dans le pays. Deuxièmement, nous avons vu le président Macky Sall mobiliser le doyen Amadou Maktar Mbow sur la réforme des institutions. Après, il n'y a pas eu d'application en fait des recommandations. Le ministre
ministre du Pétrole et des Énergies annonce qu'une baisse ne pourrait intervenir qu'à l'horizon 2022-2024. La bataille est donc loin d'être terminée. Mais pour Aliou Sané, rien n'est acquis avec ce gouvernement. Ils avaient annoncé qu'en 2020, qu'on allait constater une baisse de l'électricité parce qu'ils ont vendu aux Sénégalais en fait une Sénélec resplendissante qui fait beaucoup de bénéfices. Tout ce que ces gens-là disent n'engage pas les citoyens et ils n'accordent aucun crédit à cela. En attendant une décision officielle sur cette hausse des tarifs de l'électricité, le collectif Nyolank va donc continuer à appeler à la mobilisation. Sitting de l'association Andesopi Ndokumbake ce matin devant les locaux de Sen'Eau. Elle a décidé de ne plus payer ses factures jusqu'à l'amélioration de la qualité de l'eau distribuée à Mbaké. La police est intervenue. Plusieurs d'entre eux ont été interpellés. Manifestation interdite. Moursek Djengfal, deuxième vice-président de l'association Andesopi Ndokumbake, au micro de Marema Diop. Ce qu'on ne peut pas comprendre, c'est que y a la nouvelle société qui est Sen'Eau, qui est là, mais Sen'Eau n'a pas encore fait un mois et on a reçu des factures extrêmement chères. Les gens qui payaient dorénavant 5 000 francs, actuellement ils payent 15 000 francs. Il y a des factures qui sont aux alentours de 100 000 et 100 et quelques mille. Donc nous avons réclamé donc, à tous les membres de l'association et toute la population de Mbaké qu'on nous ramène ces factures-là afin qu'on puisse donc aller jusqu'à l'ASD et les déposer pour mener notre lutte qui est l'ANC facture. Donc c'est ça. Déclaration du ministre des Finances dans le quotidien national Le Soleil. Selon Abdoulaye Daouda Diallo, le Sénégal est passé de risque de surendettement faible à modéré. Cela du fait des réalisations qui ont nécessité des financements d'envergure sur emprunt. Une dette qui a donc augmenté, mais cela s'explique selon le directeur de la dette publique au ministère des Finances, Babacar Cissé, et avec Georges Déthidiop. Comme l'a indiqué le ministre des Finances et du Budget, la dette du Sénégal qui a été donc a fait l'objet d'une évaluation lors de la récente mission donc des équipes du Fonds monétaire, a fait l'objet donc d'une analyse de viabilité pour voir un peu le profil de risque de surendettement. Alors comme vous le savez, nous avions jusqu'ici un profil faible de risque de surendettement. La récente donc mission a conclu à un profil modéré en raison d'un changement de périmètre de la dette publique qui n'est plus donc une dette publique considérée au seul sens de la dette de l'administration centrale, mais désormais on fait une expansion de ce périmètre-là pour considérer la dette des organismes publics, au sens donc des agences, établissements publics, sociétés nationales, ainsi que donc ultérieurement la dette des collectivités territoriales, pour avoir donc un champ du secteur public dans toute son étendue. Donc on est sur un périmètre de dette qui a évolué de façon considérable pour donc avoir un impact peut-être un peu plus négatif sur le risque de surendettement, qui effectivement à l'aune de cette analyse-là passe maintenant à un risque modéré. Maintenant, je précise que le risque modéré est un risque que l'ensemble des pays de l'UEMOA et de la CEDEAO présentent. Le Sénégal jusqu'ici faisait exception et était le seul pays à avoir un risque faible. Les 10 000 logements sociaux initiés par le gouvernement, des ouvriers et chauffeurs disent nourrir l'espoir d'en avoir. Ils demandent par ailleurs à être informés sur ces genres de projets. Reportage au Moukal Soumli. Pour Diop est menuisier, trouvé dans son atelier de 4 mètres carrés et en plein dans les activités. Depuis plusieurs années, il vit avec sa petite famille dans un appartement. Son seul souci est de pouvoir loger sa progéniture sous un même toit. Le loyer est trop cher au Sénégal. Le gouvernement doit nous aider à accéder à ces genres de projets. Nous sommes des citoyens comme les autres. La seule chose qui l'intéresse, Abdoulaye Ka, chauffeur de taxi, c'est d'avoir sa propre maison à lui seul. Nous les taximans, notre seul souci c'est d'avoir une maison un jour. Les 100 000 logements, c'est la première fois que j'en entends parler. Je pense que l'État doit nous impliquer dans ce genre de projet. Moussa est menuisier, trouvé dans son garage, n'est même pas au courant de ces logements sociaux. Je ne suis même pas au courant de ces 100 000 logements. Nous les ouvriers, nous sommes souvent oubliés. Ce sont les travailleurs qui sont les premiers à être servis. Le salon de l'habitat qui se tient au centre international Abdou Diouf de Diamniadio
Les acteurs du secteur informel souhaitent être pris en compte dans ce genre de projet. À Fatick, le domaine agricole communautaire prévu dans le Nyombato va démarrer ses productions en 2022. Le coordonnateur national du PRODAC l'a dit en marge d'un atelier d'échange et de partage sur le programme, le DAC de Nyombato, financé par la Banque islamique du développement à hauteur de 11 milliards de francs CFA, va employer près de 9000 jeunes et des femmes dans le Sine. Aminata Goudiaby. Les jeunes de la région de Fatick vont devoir encore patienter. Le domaine agricole communautaire du Nyombato ne va démarrer ses activités qu'en fin 2022. Pape Malik Ndour est le coordonnateur national du programme des domaines agricoles communautaires. Nous avons fait des prévisions. La construction effective des DAC devrait donc démarrer dès le début de l'année prochaine. Et naturellement, après, il y aura des délais de construction qui sont estimés à peu près de 12 à 18 mois. Et je pense qu'à partir donc de 2022, tout ce que nous avons à faire en termes de création d'infrastructures, de mise en place d'infrastructures, nous l'aurons terminé au plus tard à la fin de l'année 2022. Les travaux de construction du domaine agricole communautaire du Nyombato seront financés à hauteur de 11 milliards de francs CFA et ce programme, selon le gouverneur de la région de Fatick, va aider à lutter contre l'immigration clandestine qui fait des ravages dans le département de Foundiougne. Seynabou Gueye. Près de 8500 jeunes pourront être employés en termes d'emploi direct. Avec l'événement triste qui s'est déroulé tout récemment au niveau des côtes mauritaniennes, nous avons enregistré des victimes, 15 provenant toutes du département de Foundiougne. Et je crois qu'un projet d'une si grande importance, si on parvient à le mettre en exécution, tous ces jeunes qui partent pourraient trouver d'autres alternatives. Et pour la deuxième génération des domaines agricoles communautaires, 4 régions dont Fatick seront concernées. C'est dans le cadre du projet de développement de l'entrepreneuriat agricole. C'est le projet BID. Nyombato le partage avec 3 autres zones. Les régions de Louga, de Kaffrine et de Kolda. 4 autres zones devront abriter les DAC de la seconde génération. Dans la région de Fatick, c'est la commune de Toubacouta qui va abriter le domaine agricole communautaire qui va s'étendre sur plus de 1500 hectares. Aminata Goudiaby, Fatick RFM. L'actualité internationale. C'est tout de suite avec Annalita Faye. Bonjour Anna. Bonjour Binta Diallo. Le Niger à nouveau ciblé par les terroristes. Un mois après le drame d'Inates qui avait coûté la vie à 71 personnes, c'est le camp de Chinagoder cette fois-ci qui a été attaqué hier. Le ministère nigérien de la Défense parle maintenant de 94 morts. Abdou Diouf Junior. On parle maintenant de 31 militaires nigériens tués. 63 terroristes ont également perdu la vie dans ces affrontements. L'attaque du camp militaire de Chinagoder ce 9 janvier rappelle la lourde perte de 71 militaires il y a un mois. C'était au camp d'Inates dans le même secteur. Les leçons tirées de cette attaque meurtrière ont permis d'amoindrir les pertes à Chinagoder. En effet, les assaillants ont utilisé la même technique de combat, pilonnage et destruction du réseau GSM dans le village d'Aredei, sauf que cette fois-ci les soldats ont résisté. Les assaillants sont arrivés en 2 colonnes. Plusieurs véhicules lourdement armés ainsi que des motos ont attaqué des 2 côtés du camp. Selon RFI.fr, ces soldats du camp de Chinagoder ont toujours en mémoire la perte de leurs 71 camarades tombés à Inates. L'alerte a été lancée par radio. Un appui aérien mené par la chasse française, auteur de 2 frappes importantes, a pu sortir les soldats nigériens de ce terrible piège, conclut RFI.fr. Abdou Diouf Junior, le président tchadien a réagi. Idriss Déby déclare que cet acte criminel et lâche n'entamera jamais l'engagement commun à lutter contre les ennemis de la paix dans la sous-région. Les violences survenues en Ituri, en République démocratique du Congo depuis décembre 2017 pourraient présenter des éléments constitutifs de crimes contre l'humanité. Une annonce de l'ONU selon RFI qui cite un rapport du Bureau conjoint des Nations Unies et des droits de l'homme. Au moins 700 personnes ont été tuées. La grande majorité des victimes appartient à la communauté EMA. Michel Djotodia de retour en Centrafrique. L'ex-chef rebelle et ancien président centrafricain est arrivé aujourd'hui à Bangui. Selon un journaliste de l'AFP, il a été acclamé par une trentaine de partisans. Michel Djotodia revient au pays après 6 ans d'exil au Bénin. C'est lui qui avait renversé Binta François Bozizé en 2013 à la tête de la rébellion Séléka dominée par la communauté musulmane centrafricaine. Et aux États-Unis, Anna, la Chambre des représentants a adopté
une résolution pour limiter les pouvoirs militaires de Trump en Iran. Cette chambre qui est contrôlée par les démocrates a donc voté en faveur du texte qui vise à restreindre la capacité du président Donald Trump à lancer des opérations contre Téhéran. Il reste maintenant au Sénat d'examiner la résolution en question. Daoud Diouf. La mesure est tombée hier. La Chambre des représentants américains a approuvé une résolution destinée à limiter les pouvoirs militaires du président américain. Ce texte sera soumis au Sénat et stipule que Donald Trump ne pourra pas engager d'action militaire contre l'Iran sans l'accord du Congrès. Il faut souligner que la Chambre des représentants américains est contrôlée par les démocrates. Selon la présidente démocrate de la Chambre, Nancy Pelosi, avec ce vote, je cite, le Congrès respecte son devoir de protéger les Américains. Le texte exhorte Donald Trump à mettre fin à l'emploi des forces armées américaines contre l'Iran, faute d'accord du Congrès. Il reconnaît toutefois le droit inhérent du gouvernement à agir pour défendre les États-Unis face à une attaque armée imminente. On reproche au président américain d'avoir mené une opération disproportionnée et provocatrice sans consulter le Congrès, seul habilité à déclarer la guerre selon la Constitution américaine. Ce que Trump n'avait pas fait en déclarant qu'il n'avait pas l'obligation de solliciter le Congrès avant d'ordonner d'éventuelles frappes. Pour Trump, on doit parfois prendre des décisions en une fraction de seconde. Il a également justifié sa décision en déclarant que Qassem Soleimani comptait donc comploter pour faire exploser l'ambassade des États-Unis à Bagdad. La décision du Congrès a été critiquée par la Maison-Blanche qui la qualifie de ridicule et de manœuvre politique. Merci Daoud Diouf. La page internationale assurée ce matin par les Sérères, Binta. Qui sont, non, Ils sont pas mes esclaves, moi, hein. Mais les Sérères font partie de mes esclaves, ou bien ils sont mes esclaves tout court. C'est ça. Anna, c'est brève avant de poursuivre ce grand journal. Un accident qui a fait 3 morts cette nuit entre Bombay et Diourbel à hauteur du village de Laknar. 2 véhicules sont entrés en collision aux environs d'1h du matin. Bonjour à vous, Binta Diallo, bonjour à tous. Début demain de la 5e journée de la Ligue 1, un choc entre co-leaders prévu demain. Il s'agit de cette rencontre devant mettre prise demain à partir de 17h au stade Ibrahim Boy de Guédiawaye où Ndiarème douane à l'équipe de Teungueth FC. Les deux formations ont chacune 10 points, ce qui présage d'une rencontre très rythmée, selon Tassirou Diallo, notre consultant, que nous allons écouter en détail. Un match choc entre Teungueth FC et la Douane, les deux leaders du championnat, mais comme Teungueth est en tête avec meilleur goal différence. Et aussi, ce sera le duel des attaquants, Ibrahima et Bouli, même nombre de buts marqués, même nombre de points pour les deux équipes, même nombre de victoires. Donc je crois que la première place va se jouer. Il y aura dans ce match aussi des tueurs. Du côté de Teungueth, il y a Bouli, Junior Sambou et Ibrahim Sow qui vont se boxer pour chercher la victoire. L'équipe la plus tactique, la plus concentrée sortira victorieuse de la rencontre. Un match à suivre de près. Un match à suivre donc demain du côté du stade Ndiarème de Guédiawaye entre l'AS Douane et Teungueth FC qui sont co-leaders, chacune de ces formations à 10 points. Et puis à l'entame de cette journée à 16h30 au stade de Mbao, l'Union sportive de Gorée va en découdre avec le Giraffe de Dakar au stade Caroline Faye de Bourg, stade de Bourg et accueille le Niambour de Louga. Autre match prévu cette fois-ci au stade La Dior de Thiès à partir de 18h entre le SNEPS Excellence de Thiès et l'équipe de Niaritali, un duel de centre de formation pour entamer donc ce samedi la 5e journée avec Dakar Sacré-Cœur et Diambar de Sali, 5e contre le 4e. Ils ont le même nombre de points, une confrontation donc qui est promise. Puis nous allons enchaîner avec les rencontres devant donc se dérouler le lendemain dimanche au stade Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor à partir de 16h30. Le Casa Sport y accueille Mbour Petite Côte au stade Alassane Djigo de Pikine à 17h le dimanche toujours AS Pikine contre Génération Foot. La Ligue 2 est aussi à sa 5e journée. Dès demain, il y aura donc des rencontres au stade Alassane Djigo de Pikine à partir de 15h30. La Renaissance de Dakar qui accueille le Dakar University Club au stade La Dior de Thiès. Amitié FC Malampoint va recevoir l'Union sportive de Ouakam. Ce sera à partir de 16h. Dimanche pour la suite des rencontres au stade Ibrahim Boy 16h30 GFC contre Africa Promo Foot. Au stade Galandou Diouf de Rufisque à la même heure. Port et accueille Diamono FC au stade Lamine Gueye de Kaolack à 16h30 toujours dimanche. La Sonacos de Diourbel y accueille Demba Diop FC de Bourg. Au stade Massen Sène de Fatick, CEJ Fatick, 2e au classement
qui accueille Thiès FC, puis lundi pour la clôture de cette journée. Kermadior qui occupe présentement la première place au classement. Kermadior Rumbourg y accueille Linguère de Saint-Louis. Ce sera à partir de 16h30. Nous enchaînons avec le programme des 8e de finale de la phase départementale des Navétanes de Pikine. Au stade Alassane Djigo ce vendredi à 17h, Yakar joue contre Entente 2000. Juste après 19h, Kinaouraï fait face à l'équipe de Malika-sur-Mer. Foot en France, Rennes à la conquête de Marseille pour la 2e place de la Ligue 1. 5 points séparés de formation et c'est l'Olympique de Marseille qui est devant les Phocéens qui vont se déplacer à Rennes chez Mbaïan. Rennes qui occupe donc la 3e place au classement pour la suite des rencontres. C'est prévu pour samedi. On va en citer notamment le match devant mettre aux prises Bordeaux à Lyon, un des chocs de cette journée. Mais dimanche, pour la suite des rencontres, le Paris Saint-Germain, solide leader, fait face à la formation de l'AS Monaco qui se situe dans le ventre mou du classement de la Ligue 1 française. En Angleterre, déjà ce vendredi, l'entame de la 22e journée à 20h, Sheffield United, le promu, accueille West Ham United. L'attraction, c'est la rencontre devant mettre aux prises demain l'équipe de Tottenham de Harry Kane qui ne sera pas de la partie puisqu'il est blessé et indisponible pour 3 mois. Il reviendra au mois d'avril. Donc Tottenham qui va accueillir le leader Liverpool de Sadio Mané qui est actuellement le vent en poupe après avoir été désigné meilleur joueur africain de l'année. Pour la suite des rencontres, c'est prévu pour le dimanche. En Italie, c'est aussi la 19e journée de rencontres au programme demain samedi. On va en citer cette rencontre devant mettre aux prises l'Inter de Milan, actuel leader à Atalanta de Bergame. C'est prévu à partir de 19h45. L'autre formation qui se situe en tête du classement, c'est la Juventus de Turin qui se déplace dimanche. C'est AS Roma qui occupe la 4e place au classement du championnat italien. C'est donc l'essentiel des actualités sportives de ce matin midi. Aux auditeurs, c'est tout de suite avec Dr Omar Cissé. Il est ingénieur polytechnicien, environnementaliste et urbaniste. Il est aussi le directeur de l'Institut africain de gestion urbaine. Bonjour Dr Omar Cissé. Bonjour Binta, comment vous allez? Oui, très bien. Nous recevons également Mamadou Berté, architecte environnementaliste, secrétaire général du Rassemblement des écolos du Sénégal. Monsieur Berté, bonjour. Bonjour. Alors, docteur Cissé, les dégâts environnementaux font l'actualité ces derniers temps. Pour ne pas citer que Mbebes, il y a également la baie de Hann. Alors, le ministre, on l'a entendu hier, annoncer des mesures. Qu'est-ce que vous en pensez de tout cela? Merci madame. Et je salue au passage mon ami Mamadou Berté. Donc, je pense que c'est tout le paysager, tout ou tard, ces questions environnementales vont nous rattraper. Absolument. Il ne faut pas se faire des illusions. Vous savez, je me rappelle, il y a 10 ans, après nos travaux, l'ouvrage qu'on a sorti, que j'ai dirigé, on se disait, il ne faut même pas attendre pour commencer la réhabilitation. C'est-à-dire, la réhabilitation, c'est quoi? Ça veut dire que mais on aurait même pu commencer à au moins mettre une clôture autour de Mbebes, à commencer à organiser à l'intérieur de Mbebes. Ne pas attendre que la situation devienne... On a l'habitude de dire, dans notre pays, on efface tout et on recommence. Non, c'est pas comme ça. On peut améliorer progressivement. Comme ça, le jour où on dira à d'autres communautés, nous allons faire ceci, ils vont nous croire. Mbebes nous a rattrapés, Mbebes est devenu, vous savez, Mbebes, dans la première couronne, c'est presque 300 000 personnes qui s'intègrent Mbebes. Dans la seconde couronne, c'est presque 700 000 personnes qui s'intègrent Mbebes. Donc, les dommages de Mbebes sont évidents et visibles. Il faut réhabiliter, il faut fermer. Et maintenant, il ne faut même plus se limiter à uniquement la question sur Mbebes. Pour ouvrir un nouveau site. On n'a pas parlé de fermeture, hein? On a juste parlé de mesures comme une police, comme... non, il faut... Vous savez, la réhabilitation. Oui. Je disais avec un ami il y a 10 ans qu'on pouvait, même en exploitant, réhabiliter. Même en exploitant, corriger les imperfections qu'on est en train de faire. Oui. Comme ça, les populations verraient que on est en train de, même en exploitant, en mettant en œuvre de nouvelles solutions, en protégeant, en essayant d'isoler le massif, en ouvrant de nouveaux casiers, mais avec toutes les exigences environnementales et ainsi de suite. Oui. Comme ça, quand tout le monde voit ça, on aurait fait un immense chemin au bout de 10 ans. Oui. Aujourd'hui, la question serait appréhendée autrement. Oui. Alors, Monsieur Berté, est-ce que vous pensez, comme Dr Omar Cissé, qu'il fallait prendre les devants, faire dans la prévention pour ne pas en arriver là aujourd'hui? Permettez-moi d'abord de dire un grand bonjour à Cissé, que je ne vois pas depuis quelque temps.
J'avoue que dans cette problématique, c'est comme à l'accoutumée. Nous, on attend que les choses nous éclatent à la figure pour commencer à y réfléchir et à prendre le taureau par les cornes. Il a raison. Le problème n'est pas advenu comme ça du tic au tac. C'est un problème progressif qu'on a vu évoluer crescendo. Les riverains sont toujours pleins. Nous-mêmes, quand on a constaté, on a signalé. Néanmoins, on a voulu attendre, comme c'est toujours le cas, d'avoir tous les moyens pour s'en occuper. Non, ce n'est pas comme ça. Un problème, dès qu'on l'identifie, on commence d'abord par l'atténuer. Puis progressivement, on le règle par pas. Il a parfaitement raison. Il faut d'abord circonscrire le problème, c'est-à-dire délimiter la zone de Bebes. Personne ne sait. On nous parle aujourd'hui près de 110 hectares de l'expansion de Bebes. C'est pratiquement tout Malika, hein. Ça va dans tous les sens. Les odeurs et tout le reste, j'en parle pas. C'est-à-dire que, in fine, c'est une réflexion globale sur notre rapport avec ce que nous produisons comme déchets. Il y en a à peu près, si je ne m'abuse, un demi-kilo par personne et par jour. C'est excessif. Oui. Pour une ville comme Dakar, 3 millions d'habitants, vous voyez ce que ça fait au bout du compte. Oui. On se retrouve avec un tas d'ordures qui ne s'explique pas. D'abord, commençons par produire moins. Faisons le tri sélectif. Permettons à ceux qui peuvent récupérer déjà au niveau des quartiers de le faire. Qu'on ne ramène pas tout en centre. Au niveau du centre, il faut trier, effectivement, faire du compostage. En Bebes, tout se récupère, hein. Même le sable se récupère. Absolument. On a dit que les ordures sont... déjà, au niveau des quartiers, donc, vous voyez, oui. on peut déjà réduire considérablement la quantité des ordures. En intégrant dans nos pratiques, dans les emplois que nous voulons créer, ce secteur informel, oui. qui est la récupération, oui. qui peut d'ailleurs déboucher sur autre chose demain. Absolument. C'est cette réflexion que nous avons la paresse de faire en attendant d'avoir des milliards pour tout traiter globalement. Ce n'est pas possible. Oui. Au-delà des solutions conjoncturelles, docteur Omar Cissé, que faut-il faire à long terme pour quand même circonscrire tout ce fléau environnemental? Docteur Omar Cissé. Si tu prends l'exemple des déchets, c'est toute une filière. Comme on l'a dit, depuis là, même nous, comment on produit nos déchets, depuis la maison, oui. Comment on les transporte, qu'est-ce qu'on valorise, qu'est-ce qu'on élimine. Il ne faut pas se faire des illusions. J'ai entendu ces derniers mois que même on a commencé à parler de nouveaux sites et d'autres populations se lever. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il faut éviter même ces formes de communication sur les déchets. Il faudra de façon... Non, il y a tout un tas d'acteurs qui sont là dans ce pays. Si je prends uniquement la dernière étape, qui est l'étape d'élimination qui concerne Bebes, nous savons quels sont les critères qui sont à utiliser pour identifier les sites les plus aptes. Ça doit se faire de façon transparente avec tous les acteurs. Aujourd'hui, on doit savoir au niveau de la région de Dakar, demain, s'il y a de nouveaux sites, ils vont être où? Pourquoi? Tout ça, c'est possible. Tant qu'on ne le ferait pas. Vous savez, on a eu l'expérience de Signa qui a échoué. Parce que toutes ces questions de communication de façon transparente sont essentielles. Si on ne fait pas attention, Bebes peut échouer, on ne le fait pas. Et si ça échoue, ça veut dire que si tu ne règles pas la question de la fin, de l'état final, tu auras encore des perturbations sur toute la chaîne. Faisons les choses de façon beaucoup plus organisée que ça. Oui. Et comme l'a dit Mamadou, arrêtons d'attendre que des bailleurs nous donnent 15, 40, 50, 60 milliards pour s'attaquer à ces problématiques. On peut. Je disais une chose. Nous, quand on faisait nos travaux, on était à 75 hectares sur Bebes. À un moment donné, les travaux de Sogré, on était à 105 hectares. Maintenant, les gens commencent à parler de 130 hectares ou quoi que ce soit. Mais quand même, ne serait-ce que circonscrire Bebes aurait pu être fait sans même l'apport de... Donc, il faut. Et maintenant, dans les déchets, comme l'a dit Mamadou, il y a énormément d'aspects qu'il faut intégrer. C'est des aspects, quand on parle, et sur toute la filière, il y a des aspects techniques, il y a des aspects technologiques, il y a des aspects environnementaux, il y a des aspects sociaux, il y a des aspects institutionnels. On n'aura pas le temps d'aborder tout ça ici. Vous savez, la question, même quand on parle de la BDA, les premiers travaux que j'ai dirigés ici au niveau environnemental, en 1996, c'était sur la BDA. Oui. Si tu vas au centre de documentation de l'IAGU, il y a presque tout un pan uniquement sur la BDA. C'était en 1996. Aujourd'hui, on est à
2020. Oui. 24 ans après. Oui. Est-ce que vous pensez? D'accord. Aujourd'hui, forcément, on va mettre en place un dispositif d'assainissement qui, vous savez, à l'instar des déchets, vous aurez à l'état final une station d'épuration des eaux. Donc, vous entendez beaucoup sûrement des personnes ne pas vouloir cohabiter avec ces installations. Oui. Donc, le retard qu'on a pris dans ces actions. Mais au-delà de ça, on va, même si sur les contributions sur la dégradation de la baie, il y a les aspects eaux usées, il y a les aspects eaux usées domestiques et industrielles, que peut-être un système de collecte et de traitement des eaux usées pourrait aider, mais on peut restructurer ces quartiers-là. Absolument. Vous savez, la baie, c'est du port de Dakar jusqu'à Mbao. Oui. Toutes ces communautés qui sont à la périphérie, qui sont limitrophes, qui utilisent l'océan normal, ce qui est normal. Pourquoi on peut restructurer le village de Anne? Parce que quand tu parles... Donc, en fait, tous ces enjeux-là, c'est des enjeux tellement liés. Et en conclusion, les retards dans l'action vont nous porter préjudice et de façon très, très, très profonde. Nous y sommes déjà. Docteur Mamadou Berté, aujourd'hui, on a comme l'impression que les autorités ne sollicitent pas l'expertise des environnementalistes que vous êtes. C'est pourquoi on est en train de faire peut-être dans le tâtonnement. Quelles sont les solutions durables pour ces problèmes? Les solutions durables, c'est de se dire que nous devons prendre par nous-mêmes la ferme résolution d'avoir une approche pragmatique et programmatique. Cissé a parlé tout à l'heure de restructuration. Il y a un programme de restructuration pour revenir à la baie de Han. En fait, ce qu'il faut dire rapidement, c'est que la baie de Han, c'est des déchets liquides. Et de l'autre côté, c'était des déchets solides. C'est la même problématique. En fait, la baie de Han est un bœuf liquide. Il faut le comprendre comme ça. Déversoir des industries, du domestique et de tout. Il faut arrêter ça. Vous savez qu'il faut restructurer. Il y a des initiatives qu'il faut faire. Il y a l'épuration. Mais tout ça va engendrer des gènes qui vont impacter des populations qui ne voudront pas l'accepter. In fine, il faudrait que l'État du Sénégal retienne que nous sommes tous concernés. Absolument. Les populations riveraines, c'est pourquoi Sindia, ça n'a pas marché. Les populations sont concernées au premier chef. Il faut qu'elles soient impliquées dans la réflexion et dans la recherche de solutions. Absolument. Maintenant, c'est l'État qui va chercher les moyens, peut-être. Mais la société civile, les ONG, l'expertise locale peut aider. Il faut que l'État arrête de travailler en vase clos. Nous avons le potentiel qu'il faut chez nous pour toutes sortes de problèmes. Je vous promets, j'ai essayé de réfléchir avec des amis sur des problématiques différentes, mais à chaque fois, on peut identifier l'expertise de pointe dans ce pays à un niveau que vous ne soupçonnez pas. Et ça, on ne le valorise pas. Et c'est dommage. C'est dommage. Voilà ce qui nous amène à ces réflexions à tourner tout le temps en rond. Il faut trouver une solution globale à ce fléau de l'environnement. Merci beaucoup à Mamadou Berté, architecte environnementaliste, secrétaire général du Rassemblement des écolos du Sénégal. Docteur Omar Cissé, ingénieur polytechnicien, environnementaliste et urbaniste, directeur de l'Institut africain de gestion urbaine, que nous retrouverons dans un instant avec Barthélémy Ngom dans le journal de 13h. À la technique de ce grand journal, il y avait Alun Ba, à la réalisation Georges Déthié Diop, Salimata Aou.